j'avais pas envie d'écrire pour me raconter que j'allais être Victor Hugo ou prétendre que j'allais être un écrivain. J'avais envie d'écrire parce que j'avais dans ma tête des histoires qui se nourrissaient d'autres histoires que je lisais et je cherchais le moyen justement de faire sortir ça et de pouvoir poser ça sur le papier. Et du coup, j'ai écrit mon premier manuscrit à 18 ans. Bonjour Marc Lévy. Bonjour Leslie. Marc, je suis ravie de vous recevoir à l'occasion de la sortie de votre masterclass sur notre site Mentor Show. C'est une masterclass dans laquelle vous nous donnez des conseils, des techniques pour se lancer dans l'écriture d'un premier manuscrit qui sait, deviendra peut-être un roman un jour. Marc, quand on est un écrivain amateur, quand on est un écrivain en herbe, quand on regarde votre carrière, on se dit il a de la chance quand même Marc Lévy. 24 romans, reconnus et lus dans le monde, mais j'aimerais savoir si on peut vraiment appeler ça de la chance ou si au final, ça n'est que du travail et de la persévérance. C'est les deux. C'est-à-dire que d'abord, c'est de la chance. Et puis ensuite, il y a ce qu'on fait de cette chance, finalement. On peut avoir de la chance une fois et on peut avoir d'ailleurs de la chance longtemps. Je pense que quand on a justement la chance de connaître, de vivre une carrière, peut-être que l'unique façon de mériter un tout petit peu, de mériter du mieux qu'on le peut cette chance, c'est de travailler énormément. Donc c'est une combinaison des deux. Il y a évidemment dans tout ce qui a marché à un moment donné, il y a un facteur chance qui est énorme. Mais il y a derrière ce facteur chance une transformation de l'essai qui ne se fait que par énormément de travail. Ce facteur chance, il dépend de quoi? Au final, vous vous êtes peut-être plusieurs fois posé la question. Oui, mais ça fait partie des grandes questions existentielles. Cocteau disait, le hasard, c'est la forme que prend Dieu quand il veut passer incognito. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné de sa vie, on a un coup de chance? Je suis incapable de vous le dire. C'est vrai que la culpabilité judéo-chrétienne fait qu'on se demande, quand on a de la chance, pourquoi moi? Mais il faut transformer cette culpabilité parce que ce serait quand même dommage de ne pas vivre la joie et le bonheur d'avoir eu de la chance. Qu'est-ce qui fait qu'on a la chance à un moment dans la vie de rencontrer l'autre? Vous voyez, qu'est-ce qui fait qu'on a la chance d'être en bonne santé? Qu'est-ce qui fait qu'on a la chance de vivre dans un pays en paix? Donc, à un moment donné, cette chance... il faut la mériter. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé à l'esprit et dont j'ai pris conscience très jeune en rentrant à la Croix-Rouge. Parce que je me suis retrouvé immédiatement confronté tous les jours à des gens qui n'avaient pas eu de chance. Et donc, ça met en perspective la chance que vous avez, vous, ne serait-ce que d'être dans la normalité et rien que le fait de ne pas souffrir, finalement, c'est une chance énorme. Donc c'est juste... alors peut-être que qu'est-ce qui fait qu'on a de la chance, j'en sais rien. De s'inscrire dans le présent. Peut-être aussi comment vous dire, d'être très intéressé par l'autre. Je crois que, je sais pas, je pense qu'il y a... on voit plus les opportunités et les chances qui s'offrent à nous quand on a le regard tourné vers les autres que quand on a le regard tourné vers soi-même. De la même façon, en revanche, vous voyez, quand on passe sa vie à se filmer dans son téléphone portable, on a plus de chances de se taper un réverbère. Oui, c'est sûr. Marc, on le sait, vous n'avez pas toujours été écrivain, vous avez été chef d'entreprise, et puis vous avez, à 38 ans, publié votre premier roman avec le succès qu'on lui connaît. J'aimerais savoir ce que vous avez ressenti à l'exact moment où vous avez su qu'il avait été retenu. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être récompensé, ou alors c'était une totale surprise, ou alors est-ce que vous avez eu peur que finalement cette histoire, qui était écrite pour votre fils, vous échappe? Quand on m'a dit qu'il allait être publié, je sais pas comment dire ça. Je crois que j'étais pas très conscient. Je veux dire, c'était une bonne nouvelle. J'étais très content, mais j'avais pas une seule seconde, je n'imaginais que ça allait changer ma vie. C'est-à-dire que le centre de gravité de ma vie, c'était... j'avais un petit garçon de 9 ans et j'étais un papa seul. Donc, ce qui représentait déjà 80% de ma concentration énergétique quotidienne.
quand vous dites j'étais chef d'entreprise, c'est des mots savants, mais en réalité, je dirigeais un cabinet d'architecture et une entreprise de travaux. Donc, vous voyez, je démarrais à 7 heures le matin. Enfin, je démarrais à 7 heures le matin, je déposais mon fils à l'école et je partais sur les chantiers. Enfin, bref, donc, je travaillais tout le temps. Quand je travaillais pas, j'étais préoccupé. Enfin, je m'occupais de mon fils. J'avais écrit cette histoire enfin, tous les soirs parce que c'était finalement, je crois, un exutoire à la solitude et puis une façon de perpétuer la magie de l'enfance et puis de rester avec mon fils une fois qu'il était couché, enfin une fois qu'il s'était endormi. Et donc, quand on m'a appelé pour me dire vous êtes publié, très honnêtement, c'était une très chouette nouvelle, mais vous voyez, c'était pas, comment vous dire, bon, j'étais très content, mais je bossais tellement et j'avais tellement peu de temps à moi que je me disais, bon, bah, c'est génial, mais voilà, bon, bref. Et puis, pour être aussi honnête et raconter la vraie histoire, quand Bernard Fixot m'appelle pour me dire, il va me publier, il me dit pas, je vais vous publier et puis ça va être formidable. Le premier tirage prévu du roman, je crois que c'était 2000 ou 3000 exemplaires, vous voyez, donc... Et puis, il n'y avait pas encore eu l'histoire Spielberg. Donc, au moment où j'ai été publié, c'était une très bonne nouvelle. Et en même temps, en sortant de son bureau, je me suis tout de suite dit, oui, mais alors, en fait, je vais être lu. Et je ne savais pas, pour être très sincère, si ça me plaisait ou pas, d'être lu. J'entretiens un rapport assez complexe avec la pudeur, et donc je me disais, oula, il y a des gens qui vont le lire. J'ai quand même écrit des choses très intimes dans cette histoire. Il y a presque il y avait une forme de candeur à laquelle moi j'adhère, à laquelle j'adhère pleinement, mais qui dérange énormément en société et qui vous vaut beaucoup de critiques et beaucoup de moqueries. C'est très, il faut beaucoup de culot pour être naïf. Vous voyez, bon, n'importe quel lâche s'autorise le droit d'être cynique, mais pour ne pas l'être, vous voyez, et pour justement être optimiste, il faut beaucoup de courage et beaucoup de culot, particulièrement dans les années 2000. Aujourd'hui, la société a évolué et le positivisme est rentré dans le quotidien et s'est inscrit comme un courant culturel, mais je peux vous assurer que le positivisme dans les années 2000 était un des meilleurs moyens de se faire marginaliser par un microcosme qui avait érigé le cynisme en religion, la moquerie, la dérision et la noirceur. Donc j'ai eu aussi un sentiment de peur, vous voyez. Et puis le vrai choc, le vrai moment de délire, mais de délire joyeux, parce que j'ai jamais pris ça au sérieux, c'est l'appel de Spielberg. C'est le seul, mais qui s'est produit plusieurs mois après. Où là, je me suis dit, là, il y a quand même un truc qui est en train de se passer. Mais honnêtement, je ne savais pas quoi. Vous voyez, j'étais tellement déconnecté. Et ça n'avait été tellement pas un but en soi, parce que, comment vous dire, si vous travaillez pendant 2 ans à l'écriture d'une pièce de théâtre, c'est pour qu'elle se joue. Donc, alors, évidemment, si le jour où elle se joue, à la Générale, il y a un succès, bon, ben, vous pouvez dire, je me suis battu pour ça. Moi, j'avais écrit cette histoire pour mon fils. Donc, je m'étais jamais projeté dans quoi que ce soit. Il n'y avait pas eu de projection, il n'y avait pas eu d'anticipation. Et donc, évidemment, quand vous entendez la voix de Spielberg au téléphone, là, vous vous dites, il y a quand même un truc bizarre qui est en train de se passer. Mais j'étais incapable de l'analyser. Et ça allait trop vite, d'ailleurs, pour que je cherche à l'analyser. Mais oui, justement, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez écrit ce roman sans aucune intention de le publier à la base. C'est même pas vous qui l'avez envoyé à l'éditeur. Ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que c'est peut-être ça, finalement, la clé pour que ça marche, c'est-à-dire écrire le plus sincèrement possible, sans pression aucune, sans se poser la question de la publication. Est-ce que, finalement, c'est pas un des éléments pour peut-être être le plus naturel possible et que ça finisse par marcher?
Je sais pas si c'est plus lié au naturel que finalement à la spontanéité, à la sincérité. J'ai Alors là, ce que je vais vous dire est purement, c'est le fruit de l'éducation que j'ai reçue. Mais je crois que on ne peut rien réussir par prétention. Vous voyez. D'ailleurs, dans l'étymologie même du mot prétention, il y a prétendre. Et enfin, oui, j'entends ça moi en tout cas. Et c'est quelque chose qui m'a souvent étonné, c'est-à-dire que je reçois avec grand plaisir beaucoup de mails de gens qui me demandent des conseils d'écriture. Et d'ailleurs, je leur réponds avec la plus grande sincérité que je ne suis pas qualifié pour leur donner des conseils d'écriture. C'est-à-dire que je ne suis pas un éditeur. Et que, bon, quel que soit le conseil que je vais donner, c'est un conseil parmi d'autres, parce que ça fera partie des choses dont on parle dans cette masterclass, et qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de cours magistral en matière d'écriture. Et d'ailleurs, je pense même, pour être honnête, que si quelqu'un prétend vous faire un cours magistral, il vous fera plus de tort que de bien. Le propos de l'écriture, c'est d'ouvrir l'imaginaire, c'est d'ouvrir le champ des possibles, et surtout pas de le contraindre. Dans le cinéma, pendant des années... vous aviez des grands professeurs de scénario qui vous délivraient leurs règles du nombre d'actes, du nombre de... Enfin bref. Et tous les grands chefs-d'œuvre du cinéma sont ceux qui dérogent à toutes les règles. Bref, mais ça, c'est le mauvais élève qui parle. Bref. Mais pour revenir à ce que je vous disais, dans les demandes que je reçois, il y a souvent plus de gens qui me demandent comment être publié avant d'avoir commencé à écrire que comment se mettre à écrire. Et c'est comme si vous vouliez aborder un instrument de musique. Vous dites demain je vais me mettre à la guitare et vous dites bon alors comment on fait pour jouer sur la scène de l'Olympia. Vous voyez un petit saut dans l'acte. Il faut commencer déjà par se mettre à la guitare. Donc le fait de faire les choses par passion, par envie, par besoin, parce qu'il y a un besoin de s'exprimer, il y a un besoin d'écrire, il y a une envie de raconter une histoire, il y a une envie de la transmettre à quelqu'un, il y a une envie d'être lu, parce qu'on est prisonnier de sa propre pudeur et qu'on n'arrive pas à s'exprimer à haute voix et qu'on a envie de pouvoir s'ouvrir, on a envie d'être au milieu, on a envie d'entrer dans la société, que parfois l'écriture est un moyen d'eux. Tout ça sont des moteurs d'écriture formidables. Je pense que ce qui est un frein, c'est l'envie de paraître. Vous voyez, c'est dès qu'on a une posture par rapport à quelque chose, et notamment, par exemple, de se regarder écrire soi-même au lieu de regarder ce qu'on est en train d'écrire. Vous parliez du besoin d'écrire, de la passion pour l'écriture. Est-ce que vous avez toujours écrit et qui vous a transmis justement cette passion de la lecture et de l'écriture ? La passion de l'écriture, elle était générationnelle. J'appartiens à une génération où, durant l'enfance et l'adolescence, les sources de distraction n'étaient pas nombreuses. Le cinéma était un luxe. Quand on y allait une fois par semaine, c'était déjà énorme. La télévision était extrêmement ennuyeuse et ennuyante. Il y avait très peu de programmes. Et donc la lecture, la lecture était la source d'évasion principale. La BD, évidemment, qui est aujourd'hui reconnue comme un art majeur, mais qui à l'époque, moi, dans ma jeunesse, lire de la BD on était critiqué, vous voyez. Et puis le roman. Le roman était la source d'évasion. Donc on allait chercher, on allait chercher des romans comme aujourd'hui les gens vont chercher des séries sur les plateformes pour se distraire. C'était un besoin. Après, c'est comme toute chose, c'est-à-dire que quand vous êtes touché par quelque chose, quand quelque chose provoque en vous une émotion, un certain nombre d'entre nous sont à la fois touchés par l'émotion et saisis par la manière, en se demandant mais pourquoi, comment, vous voyez, où on s'interroge. La première fois, quel était ce extraordinaire cinéaste français qui raconte que la première fois qu'il va au cinéma, il regarde l'écran et à un moment donné, il est tellement submergé d'émotions que spontanément enfant, il se retourne et il regarde la lumière qui sort du projecteur derrière la vitre. Et il est absolument fasciné par ce spectacle. Et c'est là que va naître sa carrière de cinéaste, parce qu'il se dit, je veux rentrer dans ce monde imaginaire où l'on
dans cette fabrique des émotions, quel que soit le... Donc, comment on va dire, c'est à un moment donné de son enfance, de son adolescence, de sa jeunesse, on entend un guitariste, on entend un pianiste, on entend un violoniste et on a envie de jouer du violon. Et pour moi, en lisant et à force de lecture, j'avais envie d'écrire. Mais j'avais pas envie d'écrire... J'avais pas envie d'écrire pour me raconter que j'allais être Victor Hugo ou prétendre que j'allais être un écrivain. J'avais envie d'écrire parce que j'avais dans ma tête des histoires qui se nourrissaient d'autres histoires que je lisais et je cherchais le moyen justement de faire sortir ça et de pouvoir poser ça sur le papier. Et du coup, j'ai écrit mon premier manuscrit à 18 ans. Voilà. Et qui était très très mauvais. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Je l'ai jeté. Ah bon, jeté. Heureusement, oui. Non, mais c'est assez drôle parce que, enfin, ce qui est, enfin, je sais pas si c'est drôle. Je me souviens, je l'avais fait lire à mon père. Et mon père m'avait dit 2 choses. Il m'avait dit, écoute, c'est pas bon, mais ce qui est très important, c'est que t'as écrit 350 pages ou 400 pages. Et évidemment, je n'ai écouté que la première partie de la phrase. Je n'ai écouté que c'est pas bon. Au lieu d'écouter l'autre vérité qui était... mais ce qui est important, c'est que tu as écrit 350 pages. Et vous voyez, quand j'y pense aujourd'hui avec le recul de 24 ans d'écriture, la deuxième partie était beaucoup plus importante que la première. Parce que le fait que ça soit pas bon n'était pas en soi important. Si vous êtes apprenti pâtissier et qu'un chef pâtissier vous dit « écoute, ton gâteau est pas bon, mais ce qui est important, c'est que tu as réussi à faire un gâteau », c'est la deuxième partie qui est importante. Et quand on parlait de la chance tout à l'heure, la conclusion de ça, c'est le travail, finalement. C'est le travail qui va faire que, finalement, tu as réussi à faire quelque chose, et maintenant, c'est le travail qui fait que cette chose deviendra, au fil du travail, meilleure qu'elle n'était au début. Mais moi, j'avais 18 ans et je n'ai écouté que le « c'est pas bon », et donc j'ai jeté le manuscrit à la poubelle, et je n'ai pas osé réécrire pendant des années. Alors, j'écrivais à l'oral. C'est-à-dire que j'inventais énormément d'histoires que je racontais à mon fils, mais que je racontais de tête, de peur de les écrire. Aujourd'hui, vous pensez toujours aux conseils de votre père ou ce qu'il pourrait vous dire des romans que vous écrivez? Il était mon premier lecteur. Et on avait une relation enfin, on était extrêmement proches l'un de l'autre, et très complices. C'était mon meilleur ami. Et j'ai toujours eu une confiance aveugle en lui parce c'était un homme d'une bonté extraordinaire et quelqu'un de bienveillant, critique, exigeant, mais il y avait chez lui pas l'once d'une prétention ou même d'un égoïsme. Donc, comment vous dire, l'exigence n'était que celle entre guillemets, du maître de musique. Je fais référence à un film qui a beaucoup marqué ma vie. Et donc, quand je suis devenu écrivain, il était mon premier lecteur. Et comme comme c'était un homme de lettres et un grand éditeur, il était extrêmement sévère dans ses critiques et dans ses lectures. Mais c'était toujours un dialogue. Et c'était une formidable source d'apprentissage. Évidemment, plus les années d'écrire, plus le métier s'installait. Et j'allais dire, plus il me faisait... Alors, n'oubliez pas que c'est mon père, donc plus il me faisait confiance, vous voyez. Et donc, de plus en plus souvent, dans la conversation, quand il y avait conversation, quand il y avait débat, j'emportais la mise. Mais parce que probablement il avait plus d'humilité que moi. Mais ça a été toujours mon premier lecteur. Et je dois vous dire que il est mort. Je venais de terminer un manuscrit. Il était toujours très à l'affût. C'est-à-dire que ce moment de l'année comme ça où on se retrouvait, dès que j'avais terminé mon manuscrit, je lui envoyais. Et puis ensuite, j'allais le voir. Je prenais l'avion ou je prenais le train selon l'endroit. Et on passait comme ça où il venait et on passait 4-5 jours ensemble à faire les corrections. Et c'était un moment père-fils qui était absolument... c'était un moment de l'année qui comptait beaucoup, qui était formidable.
Et donc il était très impatient que le moment arrive, parce qu'il savait que j'étais en train de terminer mon bouquin. Et c'est comme ça, ce sont les choses de la vie. Et donc il m'a appelé un soir en me disant, alors quand est-ce que tu as terminé? Et je lui ai dit, écoute, j'ai terminé cet après-midi, je prends l'avion après-demain et je viens te voir. Et il est mort dans la nuit. Et donc il n'aura jamais lu, il n'aura jamais corrigé ce livre. Et c'est, vous voyez, quand on a parlé pendant la masterclass des peurs de l'écriture, et vous pouvez pas imaginer ce que j'ai eu peur de publier ce livre, qui était le premier livre que je publiais sans qu'il n'ait été lu par mon père. Et pourtant, vous voyez, je n'étais pas à perdre de l'année au moment où ça m'est arrivé, mais comme quoi, voilà. Donc, oui, toujours. Et aujourd'hui encore, quand j'écris, j'ai très souvent l'impression qu'il est posé sur mon épaule. Et quand je m'autorise dans l'écriture, comment vous dire, enfin, une liberté qui contredit, vous voyez, l'une ou l'autre des choses sur lesquelles il était extrêmement rigide, j'ai vraiment l'impression, vous voyez, de le sentir me taper sur l'épaule, vous voyez, avec son petit regard en coin en disant « tu plaisantes, j'espère ». Voilà. Donc, oui, ça restera toujours. Vous lui avez d'ailleurs consacré un livre, en tout cas à son histoire, Les Enfants de la Liberté, où vous racontez son histoire et celle de votre oncle qui était des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans votre série des 9, il y a aussi cette histoire de résistants, 9 pirates informatiques qui risquent leur vie pour dénoncer le crime, l'injustice. À quel point aujourd'hui, votre vécu, votre histoire vous colle à la peau quand vous écrivez? Est-ce que c'est toujours présent? Est-ce qu'il y a toujours des touches de cela dans votre œuvre? Qu'est-ce qui fait qu'on est écrivain, peintre, musicien, et que votre travail s'inscrit dans la durée? Je pense qu'il y a deux grandes... il y a deux possibles. Il y a la fabrique, vous voyez, c'est-à-dire à un moment donné, voilà, vous avez trouvé un truc qui fonctionne bien et donc vous le reproduisez. Enfin, c'est le processus industriel. Mais quand on reste dans l'univers de l'artisanat, c'est ce qu'on est, c'est qui on est. On est porté par une intention, par un besoin, par un désir. Moi, évidemment, comment vous dire, j'ai pas connu mes grands-parents parce que, écoutez bien la phrase, je n'ai pas connu mes grands-parents parce que mes grands-parents ont été gazés. Vous savez, aujourd'hui, la Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre lointaine pour la génération d'aujourd'hui. Mais et puis au moment où la guerre éclate en Europe, et au cœur de l'Europe, et au moment où je vois dans la classe politique les mêmes comportements que ceux qui se sont produits, vous voyez, au début de la Deuxième Guerre mondiale, quand je vois les mêmes courants de haine, les mêmes courants je dirais, de lâcheté passive, la même ignorance, les mêmes... Bon, bref. Quand c'est dans votre chair, il y a des phrases qui résonnent et qui sont d'une violence incroyable. Donc, évidemment que, je dirais, le bois dont vous êtes fait va couler jusque dans votre encre. Et d'ailleurs, si ça n'est pas le cas, c'est extrêmement difficile d'être sincère dans l'écriture. J'ai entendu un jour que... je ne sais plus si c'est Margaret Atwood, mais enfin, j'ai entendu un jour un grand écrivain dire ou conseiller de n'écrire que sur ce que l'on connaît. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. D'abord, je pense qu'il faut écrire non pas uniquement sur ce que l'on connaît, mais surtout sur ce que l'on a envie d'apprendre. Mais en tout cas, écrivez sur ce que l'on ressent. Si vous ne ressentez pas les choses, vous ne pouvez pas les écrire. Le métier d'écrivain a cette particularité, c'est que on est, par rapport aux musiciens, c'est qu'on n'est pas seulement interprète, on est compositeur. Donc, il y a des musiciens qui sont compositeurs, mais je disais par rapport à l'interprète-musicien. Et donc, on ne peut pas composer si on compose pas, si la composition ne repose pas sur une émotion ou sur une intention ou sur quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, sauf si elle repose sur une fabrique. Mais après, c'est très bien d'être industriel. Si vous avez une très bonne méthode et qu'elle marche, pourquoi vous en privez? Mais moi, j'en avais pas. Donc,
évidemment que, comment dire, le vécu, il marque votre écriture parce qu'il y a des choses dont on se débarrasse jamais. Moi, je me souviendrai, il ne faut pas voir d'ailleurs ça du tout du côté dramatique ou négatif, au contraire. Et je me souviens, je crois que j'avais 11 ans ou 12 ans, et mon père ne nous avait jamais parlé du fait qu'il avait été un grand résistant. Je crois qu'il ne voulait pas qu'on le sache. Et j'ai compris beaucoup plus tard d'ailleurs pourquoi il ne voulait pas qu'on le sache. Mais bon, et puis à cette époque, la pudeur physique était beaucoup plus importante. Donc j'avais vu mon père en pyjama, j'avais vu mon père à la plage, mais bon, vous voyez, j'avais jamais vu mon père sortir de sa douche ou de son bain. Et puis, bon, un jour, il sort de la douche et je le vois nu de dos. Et je vois une cicatrice sur la peau assez marquante. Et donc, je demande un peu plus tard à ma mère quelle est l'origine de cette cicatrice. Et je vois comme elle ne veut pas me répondre. Vous voyez ? Bon. Et puis, un peu plus tard dans ma vie, je vais apprendre que ces cicatrices que j'avais repérées sur le corps de mon père étaient liées à la torture qu'il a subie, aux tortures qu'il a subies quand il a été emprisonné. Comment vous dire, quand je lis dans la presse d'aujourd'hui que la jeunesse iranienne est emprisonnée par des bourreaux, par des assassins et par des lâches qui sont à peu près les mêmes que ceux qui opéraient pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, je ne suis même pas en train de parler des nazis, je suis en train de parler, vous voyez, des Français qui collaboraient au régime de l'oppression, comme en ce moment en Iran, vous savez, une partie d'Iraniens qui ont la lâcheté de collaborer à un régime d'oppression et qui donc assassinent, martyrisent et torturent leurs propres frères, sœurs et parents. Bref. Quand je vois ça, évidemment que la prise de conscience, on parle toujours de la distance qu'on a par rapport à l'actualité. Évidemment que cette prise de conscience, elle est beaucoup plus violente parce que quand vous entendez, vous, à la télévision, dans le journal, qu'on torture dans les prisons, bon, alors, je vous dis ça parce que c'est un rapport avec l'écriture. Vous avez, comme ça, vous faites une figuration de ce qu'est la torture. Vous vous dites, ah, c'est dégueulasse, mon Dieu, ça vous choque, ça vous bouleverse, ça vous émeut. Vous imaginez une chaise avec quelqu'un qu'on tabasse ou qu'on torture. Mais votre empathie, elle se crée par, comment vous dire, par représentation. Mais quand vous avez vu les cicatrices sur la peau de votre propre père, la réaction, elle est, comment vous dire, elle est charnelle, elle est absolument immédiate. C'est-à-dire que elle provoque en vous une colère immédiate. C'est-à-dire que si j'étais pas civilisé, vous voyez, je voudrais aller chercher ces bourreaux, les étrangler, bon. Alors, c'est là qu'à ce moment-là, il y a une urgence qui s'impose et on a besoin de se mettre à son piano, on a besoin de prendre un violon, on a besoin de chanter, on a besoin de... Parce que c'est justement le moyen de garder sa part d'humanité et d'absorber ses émotions. Donc bien sûr que le vécu de tout le monde. Et c'est ça qu'il faut aller chercher quand on écrit. Et non pas le paraître. Il faut aller chercher ce qu'on a. Parce que là, je vous raconte une histoire qui n'est pas la mienne. Je vous raconte l'histoire de mon père, parce qu'elle a influencé évidemment ma vie. Mais il faut aller chercher le feu sacré de l'écriture, ou de la peinture, ou de toute forme d'expression. Et je vous dis bien le feu sacré, pas la célébrité. Vous voyez, de ce qui va vous... Et c'est d'aller chercher à l'intérieur de vous toutes ces failles-là. C'est ça qui va venir nourrir votre écriture. Mais ce qui est intéressant avec votre œuvre, c'est que vos romans ils sont traduits dans près de 50 langues. C'est-à-dire qu'ils ont séduit bien au-delà de nos frontières, ils ont séduit des cultures, des pays différents. Comment vous expliquez que ça parle à autant de monde? Il y a une sorte d'universalité. Je ne suis pas sûr de pouvoir l'expliquer. Mais ça relève de quoi, alors? Je l'apprécie évidemment, ça me rend très heureux, mais parce que peut-être que le fait de ne m'être encombré d'aucun snobisme m'a donné un peu plus de chance.
Oui, mais dans l'histoire, qu'est-ce qui va toucher un Japonais, un Chinois, un Indonésien, un Anglais? Qu'est-ce qui fait que ça se lie autant par autant de personnes différentes? Mais c'est pas pour rien que je vous disais de ne m'être encombré d'aucun snobisme. Vous êtes marionnettiste. Vous animez des marionnettes. Un guignol. Il y a des adultes et il y a des enfants. Alors vous faites un spectacle de marionnettes, il n'est pas tant le spectacle. Vous voyez, les enfants sont passionnés, et même les adultes disent ah, guignol, guignol, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et puis on s'approche de la fin du spectacle. Et là, vous avez deux possibilités. Vous ne pouvez pas résister à la tentation de dire que c'est vous, et vous montrez vos mains, pour qu'on les reconnaisse. Et là, vous avez tué le spectacle. Enfin, vous avez tué une partie du spectacle. Ou si vous n'avez pas tué le spectacle, en tout cas, vous avez perdu une partie de ceux qui étaient là et qui ont cru parce que ça appartenait au monde du possible. Et puis l'autre possibilité, c'est que vous cédez pas au snobisme, vous cédez pas au péché d'orgueil. Ce qui vous motive sont vos personnages et votre histoire et votre propre personne, elle passe vraiment loin derrière. Et donc, au moment où les gens applaudissent, au contraire, vous voyez, c'est des marionnettes qui continuent à dire merci et vous cachez bien vos mains. Alors, à ce moment-là, les adultes et les enfants, c'est-à-dire donc deux groupes qui ne sont pas les mêmes, peuvent adhérer à la même histoire. C'est la seule explication que je vois. C'est que, alors il y en a une, c'est la chance, j'ai eu énormément de chance, mais je n'ai jamais essayé, je me suis toujours interdit le paraître dans l'écriture de mes dans l'écriture de mes romans. Et donc, le paraître, ça vous permet, je n'ai jamais cherché le paraître, ou plutôt j'ai toujours cherché à disparaître derrière mes personnages. Enfin, derrière les personnages, parce qu'ils ne m'appartiennent pas. Mais, et ça, c'est peut-être cela, je dis peut-être, ça qui les a permis, en fait, de passer de pays en pays et de pas être... de ne pas rester prisonnier d'une culture. Vous avez un fil rouge, au final. Est-ce que c'est... parce que vous changez souvent de genre, mais on se demande quel est votre fil rouge. Est-ce que ce ne serait pas, au fond, en fait, la liberté d'écrire ce que vous voulez au moment où vous le voulez? Non, je pense qu'il y a... Non. Il y a un fil rouge dans toute écriture qui se prolonge, ou dans toute... Alors, il peut y avoir des périodes... Comme chez certains peintres, il y a eu des périodes, mais il y a un fil rouge. Moi, je crois que c'est la liberté tout court, la liberté, la quête de la liberté, et la quête identitaire. C'est un des enjeux les plus compliqués de la vie, d'essayer de comprendre ça, ou de réfléchir à ça, tout en continuant à avancer dans la vie. Donc, je crois que c'est ça, c'est la quête identitaire et la liberté, parce que les deux sont très liés, puisque dans la problématique de la quête identitaire, il y a ce que la société et l'entourage veut faire de vous, et ce que vous avez envie de devenir et d'être. Et ça, c'est un combat, pour la plupart d'entre nous, c'est le combat de toutes les vies. Et c'est vrai cela est vrai sur la condition sociale, sur la condition religieuse, sur la condition sexuelle, sur la condition maritale ou non maritale. Donc il y a toute la condition que la société veut imposer, ou que l'entourage veut imposer, ou je dirais même la société au sens large, mais au sens, et au sens rapproché du terme. Et puis il y a vous, qui est un être humain dont la structure mentale évolue, finalement, parce qu'on n'est pas à 20 ans ce qu'on est à 30, ce qu'on est à 40, ce qu'on est à 50. Et donc, c'est un combat qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que la quête identitaire, on ne fait pas une crise d'identité qu'à 20 ans ou à 15 ans. Vous voyez, d'ailleurs, l'évolution de notre identité, de ce qu'on est, c'est le voyage d'une vie, quoi. Donc ça, c'est au cœur de mon écriture, je pense. Au final, qu'est-ce que vous trouvez de plus passionnant dans l'écriture? Vous vous définissez souvent comme quelqu'un de très pudique, mais finalement, ça reste encore aujourd'hui l'occasion de dire des choses que vous n'avez jamais osé dire, de vivre des choses que vous n'avez pas vécues ou que vous auriez envie de vivre. Est-ce que c'est ça, pour vous, aujourd'hui, l'écriture? C'est ça qui est passionnant pour vous?
Moi, je crois que d'abord, avant tout, c'est la magie de l'enfance. C'est la magie des mondes parallèles. C'est cet extraordinaire luxe, quand même, alors qu'on n'a qu'une vie, d'en avoir plusieurs. Et ça, personne ne peut vous le piquer. C'est ça la merveille de l'imagination. Et d'ailleurs, c'est tout le génie de l'enfant. Je veux croire qu'un adulte, c'est un enfant qui a des dettes. Mais dans la magie de l'enfant, c'est extraordinaire. Ce que l'enfant est capable de voir, d'imaginer. L'enfant voit des mondes que les adultes ne veulent plus voir. Alors qu'il retrouve parfois, dans vous voyez, dans la sagesse du grand âge, hein, où là, il y a de nouveau une poésie de la vie. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Vous voyez, moi, je suis tellement amoureux de ce qu'on ne sait pas. Et je suis autant attiré et amoureux parce que j'ignore que parce que je sais, voire même plus d'ailleurs. Et donc, dans le monde imaginaire, il y a une douceur et une poésie qui est extraordinaire. Donc, je crois que c'est surtout ça. Et c'est pas le fait de vouloir entretenir l'enfance pour pas devenir adulte, mais je trouve que c'est une grande source de bonheur et un antidote au malheur que de se transporter, de se transposer à n'importe quel moment dans des mondes imaginaires. Moi, je me suis jamais... un truc que j'ai réussi dans la vie, il n'y en a pas des masses, mais j'ai réussi à ne jamais m'ennuyer. Mais parce que si j'étais coincé dans un ascenseur pendant 2 heures, j'étais capable de partir dans des mondes imaginaires. Alors j'ai appris ça à l'école parce que je m'ennuyais énormément à l'école. Et donc j'étais comme le Kang de Prévert, il suffisait que je regarde un bout de craie et je partais sur les falaises d'Étretat. Mais ça, c'est comment vous dire, ça c'est c'est comme une espèce de poudre magique que vous avez dans les poches. C'est un exercice de tous les jours. Alors, nombre de fois, je me suis fait engueuler dans des conversations privées où on me disait, en fait, j'avais honteusement pas écouté un mot de ce qu'on était en train de me dire parce que hop, j'étais parti ailleurs. Dans votre carrière, il y a eu du succès, mais il y a aussi, et c'est normal, des doutes, des difficultés, des échecs, peut-être des frustrations. Quand ça se présente, sur quoi vous vous appuyez pour dépasser tout ça ? Je veux dire, à part le fait que je sois un petit peu rond, écoutez, je sais pas, j'ai jamais eu l'impression, vous voyez, d'être terrassé par, d'être terrassé par quoi que ce soit. C'est peut-être, comment vous dire, une échelle des gravités. Enfin, vous voyez, si mes enfants ont 42 fièvres, là, ça va vraiment pas, quoi. Vous voyez, je peux paniquer, être absolument... mais bon, une mauvaise critique dans un journal, vous voyez... Je trouve ça plus inquiétant, vous voyez, de faire un bilan de santé que de faire un bilan de lecture. Il faut rationaliser les choses. Encore une fois, je crois que c'est le fait que je ne me suis jamais accordé de... Ça aussi, je crois que je le dois beaucoup à mes parents. Moi, je me souviens d'un jour, mon père qui avait beaucoup d'humour, je sais pas, j'avais une quinzaine d'années, et il avait dessiné un rond, et il m'avait dit, tu vois, ça c'est une boîte crânienne. Et donc, à l'intérieur de notre cerveau, il avait dessiné une espèce d'éponge, et il avait dit, donc, l'extérieur étant rigide, l'intérieur ne peut pas gonfler de façon disproportionnée. On est limité à une certaine capacité. Alors, à l'intérieur, tu peux mettre de l'humour ou de l'ego, ça t'appartient. Mais statistiquement, ceux qui ont mis de l'humour se sont beaucoup marrés et ont beaucoup fait marrer les autres, et ceux qui ont mis de l'ego, d'une manière générale, ont fini assez tristes et ont emmerdé tout le monde. Et je me suis dit que c'était tellement évident comme chose que toute ma vie, j'ai essayé de privilégier ça. Donc, écoutez, quand vous êtes confronté à un moment donné à un truc qui marche pas, si vous n'êtes pas prisonnier, vous voyez, des conflits d'ego, c'est une formidable leçon d'humilité et puis c'est surtout une merveilleuse motivation à recommencer pour que ça marche. Vous voyez ? Et
Enfin, j'ai toujours vu ça comme ça. Il y a des métiers où c'est grave, c'est-à-dire que, vous voyez, si vous êtes chirurgien, bon, évidemment, si vous avez raté votre truc, ça a des conséquences. Je vous dirais même, dans le cinéma, ça a des conséquences, parce que le cinéma a un corrélatif économique extrêmement important, vous voyez. Mais dans l'écriture, on va pas exagérer, les 4 à mètres de papier et l'encre que vous avez consommés, vous voyez, n'ont pas... Donc, on a cette liberté qui est formidable. Souvent, je vous ai entendu dire que vous remerciez vos détracteurs, ceux qui ont critiqué votre travail, parce que sans eux, vous n'auriez pas aussi bien travaillé. Mais oui, vous le pensez toujours Mais oui, mais je pense que c'est pas le mot. Je sais pas si c'est le mot détracteur, mais écoutez, si on vous encense, et puis si on vous encense dès le début, pourquoi vous... Enfin, c'est une incitation formidable à la paresse, à la complaisance, et vous voyez, à avoir... et à imaginer que vous êtes intelligent et plus intelligent que les autres. Hein. Alors que, vous voyez, si on vous critique... Enfin, regardez, vous êtes un jeune chef cuisinier. Bon. Alors, les gens rentrent dans votre cuisine et puis ils vous disent... alors, il y a ceux qui vous encensent, vous n'allez pas changer. Après, si au contraire, vous avez un client qui vous dit « ouais, c'était bien, mais... » Alors, ça vous pique, vous voyez, vous avez envie d'eux. Donc, bien sûr que c'est motivant. C'est là que je vous dis que c'est important de pas être piégé par son propre ego. Parce que si vous vous enorgueillez comme ça et que vous êtes outré, vous restez dans un immobilisme contemplatif et c'est vous qui allez payer la note à la fin. Alors que si vous vivez ça si vous vivez les reproches et la critique avec du recul et au contraire avec une envie de se dire... moi, je me souviens, il y en avait un qui était très, très méchant avec moi. Mais je pense qu'il me détestait. Et donc, tous les ans, il écrivait, parfois même avant que j'ai publié mon livre, il écrivait dans un magazine 2 pages au vitriol sur moi. Et je me suis dit, mais finalement, c'est incroyable parce que cet homme, tous les ans, il m'écrit 2 pages. Et donc, ça veut dire que, parce que 2 pages dans un journal, il faut du boulot quand même. Et je me disais, mais quand même, ce critique, tous les ans, il pense à moi pendant 4-5 jours, quoi. Et puis après, il écrit 2 pages et il les publie. Et moi, jamais je penserai à lui pendant 4-5 jours tous les ans. Donc, oui, je pense qu'il faut avoir... je pense que la vie est vraiment trop courte pour être prétentieux, quoi. On parle de la critique du coup du regard de l'autre aussi dans votre œuvre, dans votre premier roman. Lorraine, elle est invisible et elle réapparaît quand un homme la voit pour ce qu'elle est. C'est aussi le cas dans Éteignez tout et la vie s'allume. Adèle, elle renaît, elle se révèle dans le regard de Jérémie. Vous portez quelle attention au regard de l'autre et peut-être a fortiori celui de vos lecteurs. En quoi c'est important pour vous? Est-ce que c'est très important pour vous, le regard de l'autre? Oula, vous mélangez 2 choses qui sont très, très, très différentes. Parce que là, il y a ce qui relève de l'intime et ce qui relève, je dirais, de la vie professionnelle. Donc, on va bien définir les termes. Le regard de l'autre, je dis bien de l'autre, c'est-à-dire dans le domaine de l'intime, il est absolument essentiel. C'est le moteur de vie du quotidien. On est désirable ou indésirable, apparent ou transparent, beau ou laid, jeune ou vieux, intelligent ou bête, essentiellement dans le regard de l'autre. Et il faut être sacrément imbu, je pense, de soi-même pour avoir la conviction contraire. Alors bien, vous allez me dire, oui, mais si on est célibataire, comment on fait on a le regard de soi-même dans le miroir, et c'est exactement le cas d'Adèle. Mais le selfie, c'est dangereux. Donc il faut une sacrée force de caractère et une sacrée sagesse pour savoir exactement qui on est, à quel moment, et à tout moment de sa vie. Moi, je l'ai jamais eu. En tout cas, je n'ai probablement pas trouvé cette force-là. Mais aussi peut-être parce que j'ai été élevé à l'ombre de parents qui s'aimaient passionnément et qui brillaient dans le regard de l'autre.
Moi, je crois que l'autre l'autre, c'est une lumière, c'est une source de lumière formidable. C'est pas une dépendance. Mais encore une fois, c'est une question de point de vue. Et ce que je dis, je ne le dis pas comme un postulat qui devrait engager qui que ce soit. C'est ma vérité à moi, mais elle n'a pas besoin d'être ni universelle, ni... Enfin, je l'ai écrit très tôt. Le bonheur, pour moi, le bonheur, s'il est partagé. Sinon, chez moi, en tout cas, il est moindre. Et il peut même d'ailleurs être terni par le fait de ne pas pouvoir être partagé. Mais c'est vrai dans les petites choses de la vie. C'est-à-dire que j'adore cuisiner, mais cuisiner pour moi, ça ne m'intéresse pas tellement. C'est le bonheur, c'est de cuisiner pour les autres. Donc, le regard de l'autre, que ce soit pour Adèle ou que ce soit pour Lorraine dans mon premier roman, il s'agit absolument bien du regard de l'autre, qui tout à coup les met dans une certaine lumière et les fait rayonner. Ce qui n'a rien à voir avec le regard des autres. Alors le regard du lecteur, je ferai le même parallèle. Il y a une différence entre formuler le regard d'un lecteur ou le regard des lecteurs. Parce que quand vous dites le regard des lecteurs, on supposerait que tout à coup l'écrivain devienne comme un acteur ou comme un chanteur qui monte sur une scène et qui joue devant un public. Or, la particularité de l'écriture, c'est qu'elle est l'inverse de ça. Le livre, même s'il est lu par plein de gens, il n'est lu que par une seule personne. Et la personne qui lit entretient avec le livre un rapport extrêmement singulier. Oui, donc il y a une grande différence entre le regard d'un lecteur ou le regard du lecteur et le regard des lecteurs. Parce que le regard des lecteurs, on présuppose qu'il y aurait comme ça, devant l'auteur, un public de lecteurs comme il y a, comme pour un chanteur qui monte sur une scène et qui s'adresse à une foule. Or, la lecture a cette particularité, c'est que la relation livre-lecteur est une relation extrêmement intime et une relation singulière. On se rend dans une salle de concert et on est 3000, 10 000, et d'ailleurs, plus on est, plus l'ambiance va être électrique. On est capable d'aller dans une salle de cinéma et de partager un film avec 300, 600 spectateurs. Mais quand vous lisez un livre, même si quelqu'un de très proche de vous se penche sur votre épaule, tout le monde, dans le monde entier, j'ai vu ce geste, vous allez avoir le réflexe de dire « Tu veux quelque chose ?» Et donc, il y a un rapport très confidentiel. Donc, quand je reçois une lettre d'un lecteur, on parle d'une relation humaine. Voilà. Ça compte. Mais je n'ai jamais écrit en pensant au lecteur. D'abord, ce serait le meilleur moyen de se planter. Et puis c'est le contraire de ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est pas du tout le fait d'être égoïste, mais je ne pense pas. Je pense à mes personnages. Je fous complètement de ce qui se passe autour. Je suis avec mes personnages dans mon histoire. Et j'ai peut-être ce même égoïsme que celui que j'avais quand j'étais sur un banc d'école et que tout à coup, si le cours m'ennuyait, je repartais dans mon monde parce que voilà, j'étais mieux là. Après 24 romans, il n'y a jamais de lassitude. Qu'est-ce qui vous donne toujours envie d'écrire ? Certainement, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, le fait de jamais écrire 2 fois le même livre. Le changement d'univers, le changement de genre, le changement... Mais en fait, avant tout cela, c'est le sang qui pulse. Vous voyez, c'est-à-dire qu'est-ce qui me donne envie tout à coup d'écrire 1300 pages d'histoire avec les 9, c'est parce que je suis en colère. Vous voyez, c'est parce que l'arrivée du Trumpisme, la corruption, la montée du fascisme et de l'extrême, et des extrêmes, la dégradation des démocraties, la passivité de la jeune génération qui est en train de se faire voler ses droits et qui passe plus de temps sur Instagram et sur Twitter. Donc il y a une espèce
voyez, et puis j'aime pas être comme ça en colère, donc ça me sert à rien. Donc je me mets à mon bureau et puis j'écris. Et à chaque roman, il y a une force qui vous donne envie de vous mettre à votre table et de raconter une histoire. Qu'est-ce qui donne à un chef l'envie de retourner tous les jours dans sa cuisine? Son appétit à lui. Le fait qu'il a besoin de se nourrir de saveurs, il a envie de nourrir les autres, hein, et il a envie de partager ça. Et donc c'est un mélange d'amour, de rage, de passion, c'est tout. Vous voyez, qu'est-ce qui vous donne envie dans la vie d'aimer, de faire l'amour, de manger, de boire, de respirer, c'est le désir. Voilà, je crois que c'est aussi simple que ça. Marc, si vous pouviez repartir de zéro à partir du moment où votre premier roman a été publié, est-ce que vous referiez exactement la même chose? Ou vous changeriez des choses? Oui, parce que je voudrais surtout ne rien savoir, en fait. Parce que ce qui est formidable dans la vie, c'est le voyage. Vous voyez, c'est pas Oui, c'est le voyage. Il y a des choses dans ma vie, si je devais repartir en arrière, il y a des choses que je corrigerais volontiers. Les quelques fois où par négligence, par paresse, par fatigue, j'ai pu manquer de respect à quelqu'un, ou j'ai pu manquer d'attention, ou provoquer des blessures. Ça, ça, ce sont des choses que j'aimerais changer, vous voyez. Si je repartais en arrière, j'aimerais pouvoir avoir pris plus de temps pour interroger ma mère pendant qu'elle était capable de me répondre. J'aimerais avoir prolongé plus longtemps les conversations que j'ai eues avec mon père. Enfin, tout ce qu'on a envie de refaire dans la vie, on a envie d'augmenter d'augmenter tous les moments présents qui ont beaucoup compté dans votre vie et dont vous ne mesuriez pas l'importance au moment où ils se produisaient. Ça, oui. Dans ces moments-là, dans ces moments de chair et de rencontres. Mais si vous parlez du point de vue du registre de l'écriture, peut-être... mais c'est pareil, en fait. Il y a eu des romans où, en les écrivant, j'ai vécu des grands moments de bonheur et je m'en suis rendu compte peut-être uniquement quand ils étaient terminés. Donc, mais c'est peut-être finalement la façon de dire la même chose, comme les seules choses que j'aimerais refaire seraient d'approfondir des relations avec d'autres. Eh bien, c'est peut-être le même principe avec des personnages. Merci Marc Lévy. Merci à vous. On retrouve donc votre masterclass sur notre site Mentor Show avec beaucoup de conseils et techniques pour apprendre à écrire un premier manuscrit. À bientôt. À bientôt.